Bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la deuxième partie de cette journée à la fin des énergies fossiles. Et nous allons commencer l'après-midi avec la restitution des ateliers ce matin. Je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être n'étaient pas là ce matin. Vous allez donc découvrir ce qui s'est dit. Ces ateliers étaient animés par des étudiants de différentes formations. Et le premier rapporteur va nous raconter ce qui s'est dit au cours de l'atelier 100% d'énergie renouvelable en France, une chimère. Ce sont les étudiants de l'École centrale de Paris qui ont animé cet atelier et c'est David Frima qui va faire cette présentation. Bonjour à tous et rebonjour donc à ceux qui étaient dans l'atelier ce matin. Alors je vais essayer de faire un rappel concis donc, de ce qu'on a vu ce matin. Donc, on a réfléchi sur la question qui était 100% d'énergie renouvelable en France, une chimère. On a commencé par présenter le mix énergétique en France en se concentrant uniquement sur la partie électricité. Et là, on a distingué ce qui était la puissance installée, c'est-à-dire ce qui correspond en France à 128 gigawatts, à l'énergie produite qui correspond à 541 TWh. Et puis, on a aussi revu ce qui était la courbe de charge et on a vu clairement que au cours de la journée, la consommation n'est pas constante. Il y a des pics de consommation. Il y a un pic notamment le matin et un pic donc le matin vers 9h et un pic le soir vers 19h, 20h. À partir de là, on a fait une hypothèse très forte, on a fait un jeu de l'esprit quelque part, en prenant une photo du mix électrique français. On s'est dit, comment faire pour qu'il soit maintenant 100% renouvelable. Alors, évidemment, la question du renouvelable, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? C'est important aussi de revenir là-dessus. Une énergie renouvelable, c'est une énergie dont le stock ne va pas diminuer à l'échelle d'une vie humaine. On a pensé que c'était important de rappeler cette définition, c'est-à-dire qu'il y a une échelle de temps qui est importante, c'est l'échelle de la vie humaine. A contrario, la consommation en pétrole, on la voit diminuer à l'échelle la quantité de pétrole, on la voit diminuer à l'échelle d'une vie humaine. Et donc à partir de là, ce jeu de l'esprit qu'on a fait, en prenant une partie d'éoliennes, une partie de photovoltaïque, d'hydraulique, etc. Et on a soulevé surtout beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, notamment la question de l'acceptabilité sociale, puisque on a vu qu'il faudrait une surface au sol occupée importante, que ce soit pour le photovoltaïque ou l'éolien. Il y aurait des problèmes évidemment de coûts. Mathieu l'a rappelé ce matin. On s'attend à ce que l'électricité, l'énergie soit plus chère dans le futur. Il y aura une problématique aussi sur la disponibilité, puisque la production d'électricité ne sera pas sur commande, puisque l'éolien, le photovoltaïque fonctionne lorsqu'il y a du vent et du soleil. Voilà, donc sur ce jeu de l'esprit, on en est venu à une conclusion intermédiaire, disons, qui était que pour augmenter la part de renouvelables dans le mix électrique français, il ne faut pas avoir uniquement le côté augmenter la production, mais surtout diminuer la consommation, diminuer le besoin en énergie. Et sur cet aspect, on a réfléchi ensemble. On a eu un public déjà très connaisseur et très averti, très impliqué, c'était super, qui nous a proposé pas mal de solutions. En fait, on a vu à la fois le côté efficacité énergétique, donc qui correspond à des améliorations, enfin une diminution de la consommation par la technologie. Et donc là, ça va être par exemple avoir des appareils électroménagers qui consomment moins. Ça va être isoler sa maison avec des matériaux nouveaux. Et puis, bon, j'en passe. On a eu vraiment beaucoup de solutions. Et la sobriété qui correspond à des changements comportementaux, où il s'agit de faire des vrais efforts. Il s'agit de, comme le disait Claude Roy ce matin, de se serrer la ceinture. Voilà, donc en 1h30, en fait, l'heure et demie est passée très très vite. On aurait aimé poursuivre un peu les discussions. En tout cas, merci encore une fois à la Cité des Sciences de nous avoir permis de faire cet atelier.
On remercie le public qui était très très motivé. Et l'objectif qui était de renforcer votre intérêt sur la question de l'énergie, et en particulier l'énergie renouvelable. Cet objectif, on pense qu'il est rempli. Et voilà, merci d'être venu ce matin. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc on va enchaîner sur l'autre groupe. Donc c'était des étudiants lauréats du prix Art Sciences, des étudiants qui ont travaillé dans le sein du laboratoire et qui ont donc il y a eu qui ont présenté 3 projets qui ont donc eu ce prix Art Sciences 2014, et c'est Alex Rosset qui va présenter ce qui s'est dit dans cet atelier. Donc bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient là ce matin, merci d'être présents. Donc l'approche qu'on a fait des énergies du futur, donc la fin des énergies fossiles, elle s'est passée dans le cadre d'un concours géré par le laboratoire qui s'appelle le Art Sciences. Et ce matin, on est venu proposer 3... Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. On est venu vous présenter 3 projets qui sont parmi les 3 lauréats, qui ont la spécificité de traiter plutôt l'électricité, mais avant tout d'usage. Le premier projet qui a été présenté par mes camarades s'appelait Pokiwa, qui est un projet qui sera créateur d'énergie, parce qu'on a essayé d'aborder l'énergie du futur sous 3 angles différents, à savoir la création, la diffusion et l'optimisation, qui sont 3 angles de tir qui ont été développés dans ce 3 des angles de tir qui ont été développés dans ce concours. Donc le premier, je vous le rappelle, c'était Pokiwa. C'est des camarades qui ont voulu travailler sur le pouvoir énergétique des insectes, drôle d'idée. Mais quand on sait qu'il y a plus de 139 millions d'insectes pour un habitant sur Terre, il y a un vrai potentiel qui a été démontré ce matin, des vrais usages qui pouvaient être présentés dans la vie des gens. Et on remercie le public qui a réagi assez fortement sur des problématiques de rentabilité, sur de l'usage. Donc il y a vraiment eu des questions pertinentes et vraiment à la fois un regard un peu challenge et bienfaiteur. Donc ça a été très formateur pour le groupe qui vous remercie. Dans un deuxième temps, il y a eu le projet Energy Cloud, qui lui était plus dans une logique de distribution, qui a réfléchi à, en fin de compte, l'énergie que nous avons aujourd'hui, elle peut être distribuée de différentes manières. Donc ils ont développé une technologie innovante sur comment intégrer sur les personnes directement une façon de distribuer l'énergie, même de la collecter. C'était assez intéressant également. Donc encore une fois, des remarques et des suggestions qui étaient assez intéressantes et même quelques cartes de visite échangées à la fin, donc quelque chose d'assez productif. Et enfin, le projet Energy, dont je suis un des membres, qui a travaillé sur le côté de l'optimisation, qui part du postulat que l'énergie fossile est en déclin, c'est une chose, mais avec tout ce qu'on gaspille, on peut encore se laisser une marge de manœuvre si dans l'usage aujourd'hui, on en vient à essayer des choses un petit peu différemment. Donc on a travaillé autour d'une problématique autour de la visualisation de l'énergie, que ce ne soit pas juste votre mauvaise surprise et la mienne à la fin du mois qui est votre facture d'énergie, où on se demande ce qu'on a fait. Donc le premier point, c'était la visualisation et après la reprise de contrôle sur la consommation. Donc c'est cette approche pluridisciplinaire qui a été faite entre des ingénieurs de l'école Télécom ParisTech, de l'école de Strat et de l'école de Centrale. Elle a été possible grâce au laboratoire et elle nous a permis de conjuguer 3 approches différentes d'une même question et de faire vraiment un beau melting pot de problématiques et une belle effervescence. Donc il y a eu vraiment des propositions qui étaient assez intéressantes. On a pu discuter avec des gens vraiment très intéressants, dont vous faites bien sûr partie, qui nous ont posé des bonnes questions pour nous faire avancer sur nos projets étudiants et en fin de compte nous donner des possibilités pour demain. Le laboratoire, ça a été un vrai Kickstarter et on espère avoir la chance de travailler avec beaucoup d'autres personnes encore pour développer nos rêves. Mais en rêvant des projets, on était vraiment dans le concret aussi, on s'est vraiment imprégné de nos propres vies, aller voir comment ça se passait, s'inspirer de nos vies comme des vôtres. Et dans la problématique de la consommation, essayer d'apporter différentes solutions en parlant à différentes entreprises, en parlant à différentes personnes. Et ça a été la magie d'une bonne conjugaison entre design, technique, usage et vraiment tous ces échanges qui ont été assez productifs. Je pense que j'en ai terminé. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Et donc, 3e groupe. Donc, ce sont des étudiants d'AgroParisTech qui ont travaillé avec le public sur le thème « Nous mangeons du pétrole et demain ». Et c'est Sébastien Valdizine qui va présenter ce qui s'est dit ce matin. Oui, il est là. Bien, bonjour à tous. Cette fois, c'est bon. Voilà. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Qui, parmi vous, dans cette salle, a déjà mangé du pétrole? Y a-t-il des amateurs?
Alors, ce que je vais m'employer à faire durant ces quelques minutes, c'est d'abord de vous montrer que vous avez tous déjà indirectement consommé du pétrole. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question du lien entre énergie fossile et alimentation? Eh bien, parce qu'un des principaux défis que nos sociétés vont rencontrer pour nourrir la planète en 2050, c'est un défi énergétique. Puisque si on se fie aux chiffres de la FAO, environ un tiers de l'énergie mondiale produite dans le monde sert à l'alimentation. Une des conséquences visibles de cette dépendance de notre modèle alimentaire aux énergies fossiles, c'est la corrélation entre ces deux courbes, entre la courbe des du prix des produits alimentaires et du prix des énergies fossiles. On voit bien donc cette superposition des courbes qui est assez effrayante au vu des données que vous avez eues dans les conférences ce matin sur la raréfaction des des ressources en pétrole et sur la hausse corrélée du pétrole. Surtout si on considère également les estimations de la FAO, selon lesquelles il faudrait 70% de production alimentaire en plus, à modèle constant, au vu des prévisions démographiques. Alors, est-ce que la solution à cet immense défi qui est visible sur ces courbes, c'est ça? Oui, un hamburger. Alors, pourquoi je vais vous parler du hamburger? Non pas parce que c'est facile de critiquer la cuisine américaine, mais tout simplement parce que c'est un des rares aliments sur lesquels nous avons des données, puisqu'une étude suédoise et suisse s'est penchée sur la question et a essayé de montrer, d'estimer, d'évaluer l'énergie nécessaire à la production d'un hamburger. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, environ entre 7 et 20 mégajoules pour produire ce petit bijou de l'agro-industrie de 250 grammes. Ça représente, en chiffres qui sont plus facilement compréhensibles, l'équivalent énergétique de 17 heures de vélo pour un homme de taille moyenne et à une vitesse moyenne. Alors, si maintenant on s'attache à essayer de décomposer où se cache l'énergie en fonction des étapes de la production, directement du champ à l'assiette, on se rend compte de 3 choses. Alors ça, c'est une étude américaine du ministère de l'Agriculture américain qui l'a fait pour les mêmes ingrédients finalement que ce qui est contenu dans le hamburger, les céréales, la viande de bœuf et le légume, la laitue. 3 choses. Les étapes initiales de production et de transformation, c'est-à-dire la partie agricole et agro-industrielle, représentent plus de la moitié en fait, de l'énergie qui est utilisée dans la chaîne. En revanche, les étapes d'emballage et de transport, qui sont finalement ce à quoi on pense peut-être le plus en premier quand on pense au pétrole dans l'alimentation, le carburant des camions, le pétrole du plastique, représentent finalement une part assez faible dans cette chaîne. Et enfin, dernière surprise, l'étape finale, la vente, la distribution, en fait, l'étape supermarché, représente près d'un tiers de l'énergie qui est contenue dans l'alimentation. Alors, au vu de ces considérations, nous avons décidé de faire travailler les participants à notre atelier sur un journal, le journal du 22 mars, oui mais du 22 mars 2050, pour essayer de faire émerger un certain nombre de visions sur l'avenir en fait, de l'alimentation. Alors nous avons demandé à chacun de travailler sur une partie commune, c'est-à-dire un gros titre, un éditorial qui est là pour montrer un peu ce qui s'est passé, quelles ont été les évolutions en fait entre 2030 et 2050, et puis une rubrique spécialisée qui est différente pour chaque groupe. Alors, qu'est-ce qui a émergé des discussions? Dans un premier temps, les premiers échanges ont été très très pessimistes. C'est-à-dire que la plupart des gens voyaient une sorte d'apocalypse en 2050. Et puis au fur et à mesure de la discussion, ces discussions évoluaient plutôt vers la recherche de solutions, jusqu'à aboutir finalement à des titres de journaux qui étaient plutôt positifs. Les angles d'entrée dans ces discussions ont été très différents. Certains sont tout de suite partis sur les problématiques nord-sud, d'autres plutôt sur des questions de santé, d'autres enfin sur la question de l'allocation des terres et du changement des régimes alimentaires. Je vous ai mis quelques phrases qui sont émergées dans les toutes premières minutes. Qu'est-ce qu'il nous reste à manger si nos terres sont consacrées à l'énergie? La viande est devenue un produit de luxe. Nous sommes des privilégiés, mais il y aura de plus en plus d'émeutes de la faim dans les pays pauvres. Voilà, c'est les premiers échanges qui ont eu lieu. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour les visions de l'alimentation en 2050? Vous avez les 4 titres des 4 groupes qui ont travaillé. 80% des pôles urbains européens autosuffisants. Allons-nous manger nos agrocarburants? L'espérance de vie atteint 90 ans. Et une éclaircie après le cauchemar. Alors vous voyez qu'il y a des contrastes en fait entre les pessimistes et les optimistes. Et je vais essayer de passer en revue chacun des 4 journaux très rapidement
qui ont été écrits durant ces 40 minutes de réflexion intense. Je remercie d'ailleurs le public qui a été très motivé et très impliqué dans la rédaction. Allons-nous manger nos agrocarburants? Alors qu'est-ce qui se passe dans ce futur-là? En fait, un référendum est organisé le lendemain, le 23 mars, pour savoir quelle va être l'allocation des terres. Faut-il ou non continuer de fabriquer des agrocarburants en France? En fait, ce qui explique cet avenir, c'est qu'entre 2030 et 2050, il y a eu une montée des conflits d'usage entre la forêt, pour le bois énergie, et les nouvelles zones agricoles dédiées aux agrocarburants. Sur le deuxième journal, on a une situation qui a été catastrophique en fait entre 2030 et 2050, une éclaircie après le cauchemar. Oui, parce qu'on a eu un effondrement économique et démographique avec des émeutes, des guerres, des épidémies qui ont fait s'effondrer le système. En 2050, après 20 ans de cauchemar, il y a un certain renouveau dans la façon dont la société pense son économie et une relocalisation en fait des activités avec une multiplication des autarcies locales en matière alimentaire. Le groupe qui travaillait sur la recette de cuisine, alors nous a livré une très belle recette de cuisine, je ne sais pas si vous arrivez à lire, panier de spiruline farcie au pois cassé, mariné au safran, lard, pignon et quinoa. Alors voilà la vision en 2050 de ce que pourrait être votre alimentation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce journal? En fait, ils ont beaucoup discuté sur le modèle agro-industriel européen de la PAC. Et en 2030 est survenue une importante réforme de la PAC qui a supprimé le premier pilier de la PAC, c'est-à-dire les aides directes, ce qui aboutit vraiment à une transition compliquée avec une requalification vers une agriculture de qualité et une innovation dans la gouvernance centrée davantage autour des bassins versants pour l'agriculture. Enfin, dernier journal, centré davantage sur les questions de santé, en fait, ils sont partis largement là-dessus. Et ils avaient commencé par une approche assez pessimiste, et finalement ils se sont dit que ça pouvait être une opportunité. Par exemple, en taxant la viande, il s'est passé en 2030, ce qui s'est passé, c'est qu'une directive européenne a obligé à taxer la viande à 100%, ce qui a contraint les populations, en fait, à manger beaucoup moins de viande, et on a eu beaucoup de bénéfices sur la santé avec beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, et finalement c'est un scénario assez positif, sauf qu'en revanche il y a une très forte disparité entre le nord et le sud. Vous voyez dans la rubrique internationale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande vague de migration qui s'est produite à cause du changement climatique, et que des réfugiés africains vont coloniser la Sibérie pour aller y planter du manioc en raison du réchauffement climatique. Voilà. Donc ça a été vraiment un atelier extrêmement intéressant, extrêmement impliqué. Les différents groupes sont arrivés à des visions assez contrastées, avec des visions plus ou moins pessimistes, plus ou moins optimistes. Et ça a été vraiment très très intéressant de travailler avec eux. Et vraiment, on voulait tous les remercier. Hein, l'équipe d'animateurs qui est là et qui vous fait signe, s'attache à les remercier avec moi. Et je remercie aussi la Cité des Sciences qui nous a permis de faire ce travail qui a été vraiment, vraiment enrichissant pour nous tous. Merci.